Bonsoir à tous, il est exactement 20 h à Libreville. Merci d'avoir choisi TV+ pour vous informer. Les principaux titres de ce journal. Suspension du mouvement de grève dans les différentes mairies d'arrondissement de Libreville. Une décision prise ce jour par les syndicats au lendemain de la réunion convoquée par l'édile de la capitale gabonaise. Clôture des assises nationales sur la vie chère au Gabon. Plusieurs recommandations en sont sorties pour alléger le coût du panier de la ménagère. Vous aurez quelques détails avec Alexandre Mbamondo. Au Maroc, affaire Sanaye, la cour de Rabat durcit le ton. Les hommes accusés de viol écopent de lourdes sanctions. Vous le verrez. Et puis dans ces 20 h un invité, Maître Raymond Obam Sima, il interviendra dans le cadre du contentieux qui prévaut au sein du barreau gabonais. Front social à l'ouverture de cette édition d'information, suspension du mouvement de grève initié par les agents municipaux il y a quelques mois. Une décision prise à l'unanimité ce matin au cours d'une assemblée générale au lendemain d'une réunion convoquée par l'édile de la capitale gabonaise de Précision avec Jessica Ondjoa. N'oubliez pas qu'ils sont en train de jouer, ils sont aussi en train de tourner avec nos têtes. La mairie ne va pas s'arrêter. L'Assemblée générale des agents municipaux à leur institution de tutelle avait pour principal enjeu la suspension du mouvement de grève en raison de la reprise des négociations. Vous savez que lorsque l'employeur vous appelle sur la table de négociation, eh bien, il faut consulter la base. Et c'est aussi des questions de droit. Je crois que lorsqu'on vous appelle pour discuter à nouveau, eh bien, on suspend également à nouveau le mouvement de grève. Donc ce matin, les agents municipaux viennent de suspendre à nouveau le mouvement de grève. Le discours de l'édile de Libreville n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Ils sont prêts, une fois de plus, à repartir sur la table des négociations. La situation qui nous amène rapidement à la table de négociation, c'est la grille indiciaire. Le nouveau système de rémunération, c'est un système qui a basculé au niveau de l'État central depuis 2017. Nous sommes des agents publics de l'État au même titre que ceux qui sont à l'État central. Il est question également que cette grille soit appliquée au niveau de la mairie de Libreville. Donc nous allons à la commission ad hoc pour réfléchir sur les poches financières. Je crois que ce n'est pas les financements qui manquent au niveau de la mairie, c'est une question simplement de discipline. Je crois qu'avec beaucoup de discipline, la grille pourra intervenir avant octobre. Bon, on ne croit pas que ce soit une négociation de trop parce que le sujet est connu. Nous allons pour la recherche des poches financières pour soutenir la grille indiciaire. Si nous constatons que l'administration fait encore dans le dilatoire, nous allons repartir vers la base qui prend la décision qui s'impose. Pour rappel, les négociations entraînent inéluctablement la suspension du service minimum, du mouvement de grève, une sorte d'accalmie centrale et celle des arrondissements. Les commerçants du marché des Nzengayon dans le 6e arrondissement de Libreville sont en colère. Ils dénoncent les abus dans le prélèvement quotidien des taxes municipales. Retournons une fois de plus Jessica Ondjoa. Les commerçants du marché de Ntengayong se sont réunis sur leur site habituel il y a près de 2 jours. Le but visé était de dénoncer les difficultés auxquelles elles font face au quotidien, l'abondance des taxes prélevées par les agents municipaux. C'est désolant. Madame la mairesse de la commune de Libreville, je ne pense pas que vous avez affecté ces personnes-là ici pour maltraiter ces mamans. Ces mamans qui sont des femmes comme vous. Ces agents de la mairie de Libreville n'ont pas été affectés ici pour venir marginaliser, pour venir écraser ces mamans qui sont là. C'est des mères de famille. Elles vivent de ce commerce. Voilà pourquoi depuis plus de 5 ans aujourd'hui, nous demandons au gouvernement que nous voulons déjà avoir un statut. Parce que si nous sommes formalisés, n'importe qui ne peut plus se lever pour venir nous arnaquer, nous voler comme il veut. Si la mairie veut être digne de prélever des taxes, qu'elle arrange. Regardez-vous maintenant les situations que leur maman, que leur fille vivent. Regardez la situation. Il n'y a pas de courant, il n'y a rien. Face à ces activités de commerce, les opérations de recouvrement de redevances à la commune se feraient de façon anarchique, ce qui rend vulnérables ces commerçants. Un truc qui est délégué par l'État, qu'il y a eu l'ordre de mission signé par le maire, signé par tout le monde. On doit y accompagner la police municipale. Est-ce qu'il n'y a pas de policiers au marché de Nzayon pour accompagner à ces agents de la mairie qui font le ramassage d'argent? J'ai dit, monsieur le maire, monsieur le directeur, il y a le commissaire du marché de Nzayon. Mais ce commissaire ne se présente pas. Voilà pourquoi moi, je ne paye pas
tant qu'il n'y a pas l'ordre de mission. Et moi, on m'a dit, je fais excitation à tous les autres commerçants de ne pas payer. Je dis non, je connais mon droit. Si j'arrive à voter un député, je sais pourquoi je vote ce député, c'est parce qu'il va aller défendre mon droit. Donc moi, je ne suis pas ma boule. Si j'ai fait du CP1 jusqu'en seconde, c'est pas que n'importe qui va venir prélever mes petits enfants. Et que moi, ce que je revendique, quand on m'avait dit de 18h jusqu'à X heures, mais nous faisons requêter cet argent à partir de 15h, 11h. Et quand ça se fait avec une fluence de brigade. Qu'une commerçante n'a pas le droit de bouder. Je dis non. Peu importe tout ce qu'on peut nous dire, nous sommes quand même des citoyens. La manifestation permet ici d'attirer l'attention des autorités municipales afin de trouver des solutions à ce mal. Les commerçants indexent principalement les responsables de l'inspection de services dont l'accès ne nous a pas été facilité afin de permettre de comprendre le principe général de recouvrement. Le collectif des enseignants recrutés sur titre en 2015 pousse un cri d'alerte. Ils réclament la régularisation de leur statut qui, depuis 9 ans, n'a toujours pas avancé en termes d'affectation. Dorcelia Pendi nous en fait l'écho. Après 9 ans d'attente et nombreux recours, c'est près de 150 jeunes Gabonais qui désirent voir leur situation se régulariser. En effet, ayant répondu à l'appel d'offres du ministère de l'Éducation nationale, afin de combler le déficit d'enseignants dans les lycées et collèges, toutes disciplines confondues. Il sollicite une attention justifiée sur ce dossier dont les titulaires sont de plus en plus précarisés. Nous sommes près de 200 dont les dossiers n'ont pas encore abouti après 9 ans d'attente. Dans ces 200, il y a une cinquantaine qui ont des réservations de postes budgétaires depuis 2018. Nous sommes en 2023. Jusqu'à ce jour, nous n'avons pas les réservations, nous n'avons pas les matricules seuls. Et il y a près de 150 dossiers qui souffrent au niveau de la fonction publique, qui ne sont pas transmis au budget. Donc nous sommes en train de solliciter l'intervention du président de la République pour que, par rapport à l'égalité des chances, pour que le dossier puisse aboutir. Se rejetant la responsabilité d'initier le traitement des dossiers des enseignants recrutés sur titre, le ministère de la fonction publique et de l'Éducation nationale semble user de manœuvres dilatoires. Nous sommes baladés entre la fonction publique et l'Éducation nationale. La fonction publique nous dit qu'ils ne peuvent pas nous générer les matricules pour nous qui avons des réservations tant que nous ne sommes pas affectés. L'Éducation nationale dit qu'on ne peut pas nous affecter tant que nous n'avons pas les matricules sordes. On vieillit, même les capacités sont en train de faiblir. Et on veut exercer, on veut servir notre pays, c'est pour ça qu'on nous a formés. Le collectif de recrutement sur titre fonde de réels espoirs que sa tutelle ouvre des postes budgétaires pour qu'enfin, ils disposent de conditions normales de leur exercice professionnel. Retour sur la clôture hier des assises nationales sur la vie chère au Gabon. Plusieurs recommandations en sont sorties pour alléger le coût du panier de la ménagère. Plus de précisions dans ce reportage signé Alexandre Baoundou. Les assises nationales sur la vie chère ont baissé leur rideau ce jeudi à l'immeuble à Rambo, abritant les services du ministère de l'économie et de la relance. C'est en présence d'une forte délégation ministérielle que le rapporteur général des dites assises a décliné les fortes résolutions qui devraient impacter positivement le quotidien des Gabonais asphyxiés par la vie chère. Les prix des transports au trajet. Ramener les prix des transports au seuil pratiqué avant la Covid. Recapitaliser la Sogatra pour pouvoir redynamiser le secteur. Réduire les postes de contrôle et exiger des agents contrôleurs la visibilité de leurs matricules. Mettre en place un numéro vert pour dénoncer les agents véreux. Logement et construction. Visualisation des parcelles. Créer une synergie entre l'ANUTTC, le génie militaire, le ministère de l'équipement et le ministère de l'énergie pour l'aménagement des terrains et la construction des VRD. Mettre en place des guichets uniques à l'entrée des corridors pour assurer le contrôle administratif multisectoriel, à l'exception des contrôles exercés par les forces de défense et de sécurité pour la sécurité du territoire,
ainsi que des brigades mixtes itinérantes pour effectuer les contrôles dans les locaux des opérateurs économiques, notamment en matière de contrôle d'hygiène publique, taxes de propriété et du taxe de ramassage des ordures, ainsi que l'obligation de dératisation dès lors que le service n'est pas effectif, quand même il est réglé. C'est en sa qualité de bras séculier de l'action gouvernementale qu'Alain Claude Bilé-Binzé est revenu sur le bien fondé des dites assises. En demandant la convocation des présentes assises, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, soucieux d'appliquer une gouvernance participative, a souhaité l'implication du plus grand nombre dans l'établissement des constats et des diagnostics, ainsi que dans la formulation des propositions à soumettre au gouvernement. Loin pour le Premier ministre de faire dans la moralisation, celui-ci a invité les Gabonais à un changement de paradigme, tout en réaffirmant l'engagement de son équipe à améliorer le quotidien des Gabonais. Le sujet est délicat, certes, car il pourrait s'apparenter à une posture morale. Cependant, la question du surendettement devra elle aussi être posée, surtout lorsqu'il ne concerne pas l'investissement et que trop souvent, ce surendettement finance ce dont parfois nous aurions dû nous passer. Qu'il me soit permis de rappeler que le gouvernement s'engage aux côtés du chef de l'État à la mise en œuvre des solutions pertinentes formulées par les présentes assises. Il faut dire que le taux de pauvreté demeure élevé au Gabon en dépit d'un PIB par habitant estimé à 8 859 $ US. Ces assises contre la pauvreté se présentent donc comme un motif d'espoir pour le Gabonais lambda. Le traditionnel conseil des ministres s'est tenu ce matin à la salle habituelle du palais de bord de mer. Les travaux dirigés par le chef de l'État étaient axés sur les questions de développement à l'intérieur du pays comme dans le Grand Libreville, la finalisation du plan d'accélération de la transformation, entre autres. Plus de précisions avec Priska Mougoula de la presse présidentielle. C'est un conseil de ministres présidé par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba au lendemain de la tenue des assises nationales de la lutte contre la vie chère au Gabon. Un rendez-vous historique dans le but d'apporter aux Gabonais des solutions concrètes et efficaces dans la vie de tous les jours, au-delà d'abaisser les coûts de produits de première nécessité afin d'alléger le panier de la ménagère. Ces assises touchent également le secteur du logement, du transport, de la construction et bien d'autres, malgré le contexte international particulièrement difficile. Le Conseil a également abordé les questions relatives au développement à l'intérieur du pays, la route, l'éducation, la santé, l'eau, l'énergie. Les récentes visites du chef de l'État dans les provinces de Logoué-Lolo et de Logoué-Maritime ont permis au chef de l'État d'être plus proche de ses compatriotes, d'évoquer avec eux les sujets relatifs à l'économie locale, par exemple. La diplomatie a figuré également en bonne place au cours de ce conclave. La diplomatie gabonaise, rayonnante et plus dynamique, diversifie ses partenaires économiques avec pour objectif le développement du Gabon. Sa politique d'intégration régionale est manifeste au sein des institutions régionales et sous-régionales. La première dame, Sylvia Bongo Ondimba, s'est rendue ce matin au complexe Léomba pour le lancement officiel de l'application Hello Ado, une application gratuite destinée aux jeunes à s'informer juste et vrai sur la sexualité, la santé, la reproduction, des grossesses précoces et leurs conséquences. Plus de détails avec Priska Mougoula. L'accueil est affectueux au complexe Léomba. La première dame y est pour le lancement de la campagne de sensibilisation et de communication de la plateforme numérique Hello Ado, après l'interprétation de l'hymne national La Concorde par la chorale du dit établissement. Le proviseur, les partenaires au développement, les leaders religieux et le ministre de l'Éducation se sont prononcés sur cette application au service des jeunes et qui traite des problématiques liées à la santé, de la reproduction et aux violences. C'est donc une action qui rentre dans le sillon des objectifs de la stratégie Gabon Égalité qui vise à construire une jeunesse éduquée, épanouie et surtout en bonne santé. C'est notre façon de vous dire que vous, les jeunes, vous comptez pour nous. Vous êtes notre avenir. Que votre présent et votre avenir ont du prix à nos yeux. Personnellement, je suis profondément meurtrie chaque fois que je rencontre une jeune fille, une petite fille, en âge à être à l'école, enceinte ou mère. La promotion de cet outil doit être une cause collective
Ce sont des informations fiables pour les élèves et un soutien pour les parents autour des thèmes liés à la sexualité souvent considérés comme tabous. Il est primordial que nous accompagnions nos enfants pendant leur adolescence, cette période charnière de la vie, durant laquelle on se découvre en tant que femme et en tant qu'homme. Outre la méconnaissance des méthodes contraceptives, les autres facteurs dénoncés par les filles mères interrogées sont liés à leur environnement familial, scolaire et socio-économique. Pour ces élèves du complexe Léomba, accompagnés des mutuelles d'autres établissements du Grand Libreville, cette application est la bienvenue car elle permet d'éviter les grossesses précoces à l'origine des avortements clandestins. Pour moi déjà, je trouve que Hello Ado c'est une très bonne application. Pourquoi? Il y a des jeunes filles qui ne connaissent pas du tout ce que c'est que la contraception comme ce que je viens d'apprendre. Il y a des jeunes filles qui ne savent même pas, qui ne connaissent pas les dangers de la grossesse précoce. Sur cette application, nous pouvons avoir des informations très utiles pour la vie d'un élève parce que c'est pas seulement les jeunes filles, il y a aussi les jeunes garçons. Je pense que Hello Ado est une innovation nationale parce que jusqu'alors nous n'avons vraiment pas d'aide du gouvernement et des ONG pour lutter contre les grossesses précoces, les maladies sexuellement transmissibles. Je remercie le gouvernement et les organisations non gouvernementales. Je remercie aussi la première dame d'être venue nous rendre visite et sa délégation d'utiliser cette application Hello Ado. Le sida et les grossesses précoces, ce n'est pas bon pour les élèves qui sont encore sur le banc de l'école. C'est bon de faire un enfant qui a déjà terminé des études. Hello Ado se télécharge gratuitement. Elle permet de renforcer les connaissances, les attitudes et comportements face aux grossesses précoces et non désirées, au VIH-Sida, aux IST, aux violences basées sur le genre et sur la Covid-19. Voilà, il faut préciser que le lancement officiel de cette application s'est déroulé hier au complexe Léomba. La suite de cette édition d'information hors de nos frontières à présent au Maroc, les peines prononcées contre les accusés de viol sur la mineure Sanaé dans le royaume chérifien sont alourdies après des sentences jugées choquantes et insuffisantes. Lors de la première audience, la Cour d'appel a augmenté les peines assorties d'amende. Le récit d'Aïcha Akoui. Nouveau rebondissement dans l'affaire du viol d'une mineure au Maroc. Après un jugement qualifié de laxiste et insuffisant, la Cour d'appel de Rabat a alourdi la nuit du jeudi les peines des 3 hommes accusés d'abus sexuels sur Sanaé. Fillette de 12 ans aujourd'hui, elle était âgée de 11 ans lors des faits. Un agresseur a été condamné à 20 ans de prison ferme, les 2 autres à 10 ans chacun. Sanaé a subi des viols à répétition sous la menace dans un village près de Rabat qui s'est suivi par une grossesse selon les ONG de défense des droits des femmes. Nous sommes satisfaits du verdict qui a confirmé la condamnation des accusés en alourdissant les peines à 10 ans de prison ferme pour 2 accusés et 20 ans pour le 3e. À la première audience le 20 mars dernier, l'un des hommes a été condamné à 2 ans de prison ferme et les 2 autres à 18 mois chacun, des peines qui ont choqué l'opinion. Nous remercions le tribunal et la justice marocaine qui ont répondu à nos revendications de réviser le premier verdict qui a choqué tout le monde. Ces peines ont été associées à des dommages à payer. 140 000 dirhams, soit plus de 8 millions de francs CFA, tandis qu'en première instance, ils devaient payer un total de 50 000 dirhams, environ 3 millions de francs CFA, soit un peu moins du tiers. Aujourd'hui, Sanaé est maman d'un enfant de 1 an, dont l'un des accusés a été confirmé le père par un test ADN. L'avocat de Sanaé, Abdel Fattah Zarache, ne compte pas s'arrêter là. Nous allons faire un recours auprès de la Cour de cassation après consultation avec la famille de la victime parce que nous ne comprenons pas pourquoi les 2 accusés ont été condamnés qu'à 10 ans de prison, même s'ils méritent tous une lourde sanction vu la monstruosité des faits commis. Ce drame au Maroc a relancé le débat sur la protection des enfants contre les violences sexuelles et la nécessité de réforme des lois. L'affaire qui oppose maître Raymond Bamsima, élu bâtonnier le 6 janvier dernier, au maître Moubembe Eronga et maître Chambrier. L'affaire a été renvoyée au 21 avril prochain pour la lecture des conclusions par le ministère public. L'audience tenue avant-hier au Conseil d'État a pris des actes des observations de 2 parties.
Nous consacrons dans ce journal le temps nécessaire pour comprendre ce qui s'est passé le 12 avril. Pour en parler, nous avons sur ce plateau Maître Raymond Obam Sima. Maître Raymond Obam Sima, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Également dans ce studio, nous avons notre consoeur Sidela Niman. Alors, Maître Raymond Obam, alors, est-ce que vous avez nourri une fois l'ambition justement de diriger le barreau gabonais? Je vous remercie de me recevoir chez vous. Il faut savoir que la fonction de bâtonnier est une fonction très importante. On ne se lève pas un matin et on décide de devenir bâtonnier. Moi, j'ai fait ma carrière, j'ai commencé à les préparer parce que j'ai commencé par être membre du Conseil de l'Ordre. Et je suis entré la première fois au Conseil de l'Ordre en 2016. À l'époque, c'est le bâtonnier Akumbu Jean-Pierre qui était en exercice. Et depuis 2016, jusqu'en 2022, je ne suis jamais quitté du Conseil de l'Ordre. Tous les candidats qui étaient avec moi, qui discutaient le poste à l'élection, c'est moi qui étais le plus ancien membre du Conseil de l'Ordre. Donc, j'étais préparé, je connais la maison et tout le monde le sait. Donc, ce n'était pas une candidature à la volée ou suscitée. Il s'agissait véritablement d'une candidature préparée. Allez, nous allons poursuivre la série de questions avec Sidela Niman. Alors oui, Maître Obam Sima, revenons un peu sur les conditions de cette élection. Oui. Que dit le règlement sur la publication de la liste électorale? Je suis obligé de vous le dire, ça veut dire que vous suivez vraiment bien le débat. En fait, dans le règlement, il n'existe aucun texte qui ferait obligation aux organisateurs de l'élection de publier la liste électorale à tel délai. Ça n'existe pas. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a un seul texte qui nous dit, c'est l'article 128 du règlement intérieur, qui dit que la participation à l'élection et l'éligibilité au sein du barreau sont subordonnées au paiement des cotisations. Il ne nous dit pas jusqu'à quel jour il faut payer les cotisations pour être éligible. C'est ce qui fait en sorte que le Conseil de l'Ordre, le bâtonnier quand il dirige, qui organise les élections, est obligé d'attendre le dernier jour pour comptabiliser ceux qui sont effectivement à jour et de publier la liste. Ce qu'il fait pendant toute la préparation des élections, il alerte les confrères qui ne sont pas à jour. Vous devez vous conformer, mais en fait, il n'y a pas de délai pour répondre à cette question. Il n'y a pas de délai dans l'état actuel de notre législation. Au sein du barreau du Gabon, il n'y a pas un délai pour publier la liste électorale. Ça, c'est clair. Alors, en toute franchise, y a-t-il une condition ou des conditions que vous n'avez pas remplies? En toute franchise, il n'y en a aucune et je vais vous expliquer pourquoi. Les conditions fixées par... Quelles sont les lois qui fixent les conditions pour être candidat à la fonction de bâtonnier? Il n'y a qu'un seul article, un seul. Et c'est l'article 66 de notre loi. Je vais vous donner une lecture très rapidement. Le bâtonnier est élu pour un mandat de 2 ans renouvelable parmi les avocats de nationalité gabonaise inscrits au grand tableau depuis au moins 10 ans et n'ayant jamais subi une sanction disciplinaire ou une peine d'emprisonnement. Donc, 1, il faut être gabonais. 2, il faut avoir 10 années d'ancienneté au grand tableau. Et il ne faut jamais avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire ou une peine d'emprisonnement. Ces 3 conditions. Je remplis exactement toutes les conditions. Je suis gabonais. J'ai été inscrit au grand tableau le 6 mars 2012. Le 6 mars 2022, ça fait 10 ans. L'élection a lieu le 6 janvier 2023. Il n'y a aucune discussion possible à ce niveau. Vous remplissez donc toutes les conditions? Toutes les conditions prévues par la loi, absolument. Comment expliquez-vous alors quel est votre avis sur le fait que vous remplissez pourtant toutes les conditions? Vous avez été élu. Pourquoi cette levée de bouclier de vos confrères? Écoutez, je vais vous dire les choses simplement. Il y a certains confrères qui ne voient pas le vent souffler. Quand vous avez des textes qui sont aussi clairs, des problèmes qui ont été posés à l'Assemblée générale, ils ont soulevé ces questions. Et l'Assemblée générale, nous étions 123 avocats. 123. Sur les 123, il y en avait 5 qui essayaient de dire que je ne pouvais pas être candidat. Mais tous les avocats qui étaient là ont estimé que je remplissais toutes les conditions et que ce n'était pas un débat. Donc, je ne vois pas pourquoi ils viennent discuter ces candidatures aujourd'hui. Ils se fondent sur 2 articles.
Et ces articles-là ne renvoient pas du tout aux conditions d'éligibilité du bâtonnier. Donc, c'est à eux de voir. Là, si tu me permets une question, maître, est-ce que vous pensez être victime d'une cabale, finalement? Je ne peux pas dire ça. Je vous ai dit, on était 123 avocats. Ouais. Sur les 123 avocats, il y en a 5 qui contestaient ma candidature. Tous les autres étaient d'accord. Aucun candidat n'a pris la parole à l'Assemblée générale pour dire « nous n'acceptons pas la candidature de Bamsiba ». Personne ne l'a dit. Donc, l'une des raisons était aussi qu'il vous trouverait trop jeune ou pas assez expérimenté. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais, sur l'expérience des 3 candidats que nous étions, c'est moi qui en avais le plus. C'est moi qui suis le plus ancien membre du Conseil de l'ordre parmi les 3 avocats qui étaient candidats au bâtonnat. Donc, de quelle expérience on parle? Si c'est moi qui n'en avais pas, qui en avait plus que moi parmi les 3 candidats? Personne. Sur l'âge, je suis surpris. Il faut que les mentalités changent. C'est vrai que le Gabon a connu une époque où on avait dû mettre une loi pour dire que une loi minimale pour entrer au gouvernement. Mais il faut voir le vent souffler. Quand vous avez 48 ans, dans un pays où un chef d'État a eu 32 ans, dans un autre pays en Occident où un chef d'État a eu 39 ans, et que vous avez 48 ans, et on vous dit que vous êtes trop jeune pour être bâtonnier, je m'interroge. Alors, vous avez obtenu le soutien de la Conférence internationale des barreaux et du Conseil national des barreaux français. Est-ce que vous le confirmez déjà? Et puis, est-ce que ça vous rassure un petit peu? Oui, je vous le confirme, parce que le barreau a failli connaître un trouble qui n'a rien à voir avec nos élections. Simplement qu'un avocat a se préparait à organiser une conférence de presse à l'issue de laquelle il devait annoncer la scission de notre barreau. Donc il était normal, une fois qu'on était informé de ça, qu'on prenne les mesures qui s'imposent et qu'on informe nos partenaires habituels et qui ont confirmé qu'ils étaient d'accord avec nous sur la mesure qui avait été prise et qu'ils rappelaient à nos côtés que le barreau du Gabon doit rester un et indivisible. Donc ce soutien venait à point nommé parce qu'il s'agissait d'affirmer clairement que le barreau du Gabon, le barreau national qui est notre édifice commun, ne peut pas être à la merci d'un groupe de personnes parce qu'ils ne sont pas satisfaits de la majorité des avocats. C'est inacceptable. Alors, maître, si finalement au niveau du Conseil d'État, on venait annuler votre élection au sein du barreau, quelle serait votre réaction? J'ai envie de vous répondre, cette option n'en est pas une. Parce que... Et pourquoi vous le pensez? Quand on veut rester dans le droit, il n'y a absolument aucune possibilité techniquement pour que ma candidature soit annulée. C'est impossible. Parce que, je vous l'ai dit, je le démontre, je remplis les conditions. Vous étiez peut-être à l'audience, peut-être avez envoyé vos représentants. Je vais vous dire 2 choses. L'article 64 sur lequel il se fonde. Les partis peuvent se faire représenter ou assister par un conseil de leur choix, pris parmi les avocats inscrits au grand tableau justifiant d'une ancienneté de moins 15 ans. C'est l'article 64 de la Cour constitutionnelle. Est-ce que cet article parle des conditions d'éligibilité du bâtonnier? Ce n'est pas possible. Le deuxième article sur lequel il se fonde, c'est l'article 22 sur l'organisation judiciaire. Qu'est-ce qu'il dit? Seuls les avocats inscrits au grand tableau de l'ordre des avocats du barreau depuis au moins 10 ans peuvent plaider devant la Cour de cassation. Est-ce que cet article parle des conditions d'éligibilité du bâtonnier? Non plus. Comment pouvez-vous me demander que si le Conseil d'État annule ma décision, mon élection, il va se fonder sur quoi? Il n'aurait donc aucun argument contre vous? Il n'avait absolument aucun. Absolument aucun. Je dois vous dire très honnêtement que j'ai trouvé ce procès pathétique parce que se répandre depuis aussi longtemps dans la presse, dans les réseaux sociaux, pour dire que j'ai une minorité professionnelle, je suis trop jeune, je n'ai pas rempli les conditions, et arriver à l'audience et qu'on vous demande expliquer en quoi il ne remplit pas les conditions et que vous n'arrivez pas à répondre, vous n'avez arrivé à sortir aucun argument qui fasse frémir, c'était quand même décevant et c'était triste et j'ai eu mal pour notre barreau. J'étais vraiment affecté par ça parce que l'image qu'on a renvoyée à ce moment-là m'a affecté. C'était totalement pathétique. Et vous pensez, une fois que l'affaire sera finalement résolue, diriger sereinement ce barreau avec beaucoup de sérénité? Je suis totalement serein parce que, vous savez, les avocats, il faut respecter
la voix de l'avocat. Les avocats ont été 123 et j'ai eu 68 voix. 68 sur les 123. Et les avocats n'ont pas pu se tromper. C'est eux les meilleurs qui connaissent le mieux leur propre loi. Et je peux vous assurer que si il m'avait manqué une seule condition, c'est les avocats eux-mêmes qui m'auraient arrêté à l'Assemblée générale pour dire « Maître Bamsima, vous êtes bien sympathique, on vous aime bien, mais ce n'est pas votre moment. » Dire à un avocat « Vous êtes un peu jeune, attendez » et dire « Vous ne remplissez pas les conditions », ce n'est pas la même chose. Et donc, le silence des avocats aujourd'hui, c'est un silence de stupeur. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous, on a fait notre vote. On sait qui on a voté. On était à l'Assemblée générale, nous avons discuté et on sait qui nous avons voté. Et celui que nous avons voté, c'est lui. On ne comprend pas pourquoi tout ce tapage. Mais je peux vous dire, restez tranquille, tout ce tapage, ce n'est pas beaucoup d'avocats. Ils ne sont même pas 10, ils sont 5 et ils sont connus. Seulement, ils savent faire un peu de bruit, mais ils ne sont que 5 avocats, pas plus. Sur les 141 avocats que nous sommes, ils ne sont que 5. Voilà, nous recevions Maître Raymond Obam Sima, nous le recevions dans le cadre du contentieux qui prévaut au sein du barreau gabonais. Nous étions également accompagnés de notre consoeur Sidela Niman. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci d'avoir été les nôtres. Je vous retrouve la semaine prochaine s'il plaît à Dieu. Bonne suite de programmes sur TV+. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci.